Pendant des années, une base américaine demeura cachée au cœur de Ouagadougou, dissimulée derrière la façade anodine d'un centre télécom. Ses antennes captaient des conversations d'État, des réunions diplomatiques, des fragments d'âme d'un pays que personne ne soupçonnait. Un matin pourtant, Ibrahim Traoré comprit que le silence n'était plus une option. Ce qu'il découvrit n'était pas un simple secret. C'était une fracture entre dépendance et dignité, une ligne invisible franchie sans retour. Alors il fit le choix, que peu osent, dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Lorsqu'Ibrahim Traoré prit la décision de révéler l'existence de la base, il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un acte politique, mais d'un pari sur l'âme de toute une nation. Les risques étaient immenses, rupture diplomatique, sanctions économiques, isolement stratégique. Pourtant, derrière chaque menace se dessinait une promesse, celle de prouver que le Burkina Faso pouvait exister debout, sans tuteur ni intermédiaire. Dans son entourage, les avis divergeaient. Certains redoutaient la tempête, d'autres y voyaient l'aube d'une souveraineté retrouvée. Pour lui, l'enjeu dépassait les chiffres ou les alliances. Il s'agissait de restaurer une confiance perdue, de rappeler que la liberté n'a de sens que lorsqu'elle est risquée. Ce choix allait redéfinir l'équilibre d'un continent. Car si un État parvenait à dire non à l'empire du renseignement mondial, alors d'autres pourraient suivre. Ibrahim Traoré l'avait compris. Chaque vérité dite devient une frontière nouvelle, et chaque frontière redessinée appelle un futur auteur du courage. Tout commença par un détail presque anodin. Un dossier épais, classé hautement confidentiel, remis à Ibrahim Traoré par un officier de la sécurité intérieure. À l'intérieur, quelques photos, des horaires de véhicules diplomatiques, des schémas d'antennes. Rien de spectaculaire, mais assez précis pour troubler le sommeil d'un chef d'État. 3 semaines d'observation minutieuse suffirent à transformer le doute en certitude. Derrière les murs d'un centre télécom prétendument civil, des signaux partaient chaque nuit vers l'étranger. Les ingénieurs confirmèrent. Les transmissions coïncidaient à plus de 2% avec les réunions gouvernementales sensibles. Ce n'était plus une coïncidence, mais une mécanique bien huilée d'espionnage interne. Ibrahim Traoré choisit alors le silence stratégique. Il fit surveiller le site, nota les mouvements, identifia les badges irréguliers. Chaque anomalie ajoutait une pièce au puzzle. Par la suite, un matin, un badge oublié révéla l'identité d'un sous-traitant américain. Ce simple objet, posé sur un bureau, devint l'étincelle d'une crise géopolitique majeure. À partir de cet instant, tout prit une autre dimension. L'affaire cessait d'être technique. Elle devenait existentielle. Que vaut une nation si elle ne possède plus ses secrets? La réponse, pour Ibrahim Traoré, tenait en une ligne. Un pays surveillé n'est pas un pays libre. Le soir même, dans le bureau présidentiel, la tension était palpable. Autour de la table, conseillers militaires et diplomates débattaient. Certains prônaient la discrétion, d'autres réclamaient la vérité. Le président resta silencieux, observant les visages. Il savait que dévoiler ce qu'il avait découvert, c'était rompre un pacte tacite, celui qui lie la dépendance à la peur. Pourtant, il pressentait aussi qu'un silence prolongé condamnerait son peuple à n'être qu'un figurant dans sa propre histoire. Lorsque l'affaire prit de l'ampleur, Ibrahim Traoré sut qu'il devait choisir ses alliés avec soin. Autour de lui, un cercle restreint d'officiers, de diplomates et de techniciens de confiance fut chargé de vérifier les installations suspectes. Les inspections commenceurs à l'aube, sans communiqué officiel, dans un silence calculé. Les équipes de terrain découvrirent des serveurs endommagés, des antennes isolées du réseau national, des disques durs partiellement effacés. Rien qui prouve directement, mais tout qui accuse indirectement. L'opération dura moins de 3 heures. À 9 heures, la base était sous contrôle, les transmissions coupées, les agents étrangers déjà en fuite. Dans la cour,
Des flammes montaient des archives détruites à la hâte, le signe tangible d'un secret qu'on tentait d'effacer. Ce matin-là, le président comprit que son mandat venait de basculer. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs s'enflammèrent. Certains parlaient d'un coup d'État déguisé, d'autres d'une révolution silencieuse. Mais Ibrahim Traoré resta maître de la narration. Il ne chercha ni gloire ni vengeance. Il voulait d'abord comprendre jusqu'où s'étendait la toile. Les techniciens burkinabés analysèrent les restes des appareils et confirmèrent la présence d'équipements non répertoriés. Les premières preuves s'accumulaient. Le pays, lui, retenait son souffle. Dans les ministères, les regards se croisaient, les conversations se taisaient. Chacun savait que quelque chose venait de changer, mais personne ne pouvait encore mesurer la portée du choc. Une certitude s'imposait pourtant. Le silence ne serait plus jamais une politique. Le 12 janvier, à 5h30 du matin, les rues de Ouagadougou étaient encore vides. Sous un ciel gris et immobile, des colonnes de véhicules blindés se déployaient autour du prétendu centre télécom. Aucun communiqué, aucun avertissement. L'opération était totale. Les unités d'élite encerclèrent les bâtiments, neutralisant les caméras, verrouillant les sorties. À l'intérieur, la panique se propagea comme une onde. On détruisait des serveurs, on brûlait des dossiers, on effaçait des disques durs. En moins de 3 heures, tout fut réduit au silence. À 9 heures, un premier rapport confirma l'évidence. Le pays avait été espionné depuis son propre territoire. Ibrahim Traoré parcourut les documents récupérés, un à un, avec un calme implacable. Chaque page révélait une couche de dépendance soigneusement dissimulée. Contrats de sous-traitance, mémos techniques, échanges diplomatiques interceptés. Ce n'était plus un soupçon, c'était une certitude historique. À midi, l'ambassadeur américain fut convoqué. La rencontre dura moins de 15 minutes, mais changea le cours des relations entre les deux pays. Le président posa sur la table un dossier scellé et dit simplement « Ne me parlez pas de sécurité régionale. Parlez-moi de respect. » 72 heures. 12 heures plus tard, le personnel étranger devait quitter le territoire. Le ton était mesuré, mais la décision irrévocable. Le soir même, le gouvernement réuni en urgence se divisa. Certains ministres plaidaient la prudence, évoquant le risque d'asphyxie économique. D'autres saluaient un acte de courage qu'aucun chef d'État n'avait osé depuis des décennies. Ibrahim Traoré écoutait sans interrompre. Pour lui, la peur ne protégeait plus rien. Elle entretenait seulement la dépendance. Dans les rues, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À la stupéfaction succéda la fierté. Dans les cafés, sur les marchés, un même mot revenait, dignité. Des visages se levaient, des voix s'affirmaient. Un pays minuscule sur la carte venait de rappeler au monde qu'aucune nation n'est trop petite pour dire non. Les heures suivantes, le cercle présidentiel se referma sur un constat. L'économie vacillerait, les pressions diplomatiques s'intensifieraient, mais le symbole resterait intact. L'opération, menée sans violence, devenait un manifeste de souveraineté. Ce jour-là, le Burkina Faso cessa d'être spectateur. Il devint acteur de sa propre histoire, guidé par un homme convaincu qu'un peuple qui perd sa voix perd son avenir. Le point de départ fut clair, un pays espionné depuis son propre territoire. La base de référence, la baseline, était celle d'un État souverain en apparence, mais en réalité traversé par des flux invisibles de données. Le delta apparut brutalement, des transmissions nocturnes corrélées à 92%, avec les réunions gouvernementales sensibles. La conclusion scientifique ne laissait aucun doute. Le Burkina Faso vivait sous écoute. Les ingénieurs burkinabés furent chargés d'analyser les restes des équipements. Ils identifièrent des relais satellites non enregistrés, des serveurs connectés à des adresses IP situées aux États-Unis et en Allemagne, ainsi que des fréquences d'émission anormales.
Plus de 8 ans d'enregistrement furent mis au jour, couvrant environ 85% des réunions d'État. Les preuves n'étaient pas seulement numériques, elles étaient infrastructurelles, systématiques, presque industrielles. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une cellule spéciale de contre-espionnage fut créée. Indépendante de tout ministère, elle rapportait directement à la présidence. Son mandat était double: comprendre l'étendue du réseau et garantir que plus jamais le pays ne servirait de relais à une puissance étrangère. Les premières conclusions dressèrent un tableau glaçant: coopération bilatérale dévoyée, logistique diplomatique détournée, véhicules officiels transportant du matériel non déclaré. Sur le plan technologique, les experts parlèrent d'un système en miroir. Les signaux sortant du centre coïncidaient parfaitement avec les heures de négociation internationales. Chaque discussion secrète produisait un pic de données. Sur le plan diplomatique, la fiction de l'assistance antiterroriste servait de couverture. La réalité, elle, révélait un mécanisme d'influence et de contrôle. Pour Ibrahim Traoré, le diagnostic était sans appel. La dépendance avait pris la forme de la surveillance. Protéger un pays ne commence pas par l'espionner, déclara-t-il publiquement. Ce message, sobre mais frontal, devint un signal à destination du continent. Le communiqué officiel du gouvernement, limité à une page, résumait l'affaire en 3 mots: transparence, souveraineté, responsabilité. Dans les capitales étrangères, la tempête éclata. Les chancelleries parlèrent de malentendus. Les ambassades invoquèrent la coopération régionale. Mais, à Ouagadougou, la population ne doutait plus. Les chiffres, les graphiques, les preuves s'affichaient désormais comme les témoins d'une humiliation invisible. Et, au milieu de ce vacarme, un fait nouveau s'imposa. Pour la première fois, un président africain avait transformé des données techniques en symboles politiques. Ce basculement marqua la fin de l'ambiguïté. Le scandale cessa d'être un incident. Il devint un précédent. Ibrahim Traoré venait d'imposer une vérité simple mais redoutable. La souveraineté se mesure moins en territoire qu'en contrôle de l'information. Et sur ce terrain-là, le Burkina Faso venait de regagner ce qu'il n'aurait jamais dû céder: le droit de se taire ou de parler en toute liberté. Les réactions internationales furent immédiates. À Washington, à Paris, à Bruxelles, les communiqués s'enchaînèrent. On parlait de erreur d'interprétation, de maladresse diplomatique, de rupture regrettable. Les chancelleries occidentales justifiaient l'existence des installations par la coopération régionale contre le terrorisme. Selon elles, l'écoute n'était qu'un outil de coordination, un filet de sécurité collectif. Face à cet argument, certains observateurs africains prirent position en faveur du dialogue. Ils redoutaient l'isolement d'un pays enclavé, dépendant des aides extérieures et des circuits commerciaux mondiaux. La souveraineté ne nourrit pas un peuple, écrivait un économiste nigérien. Selon cette vision pragmatique, Ibrahim Traoré risquait de sacrifier le développement pour une bataille symbolique. Mais d'autres voix s'élevèrent. Elles rappelaient que la coopération antiterroriste n'avait pas empêché les attaques, ni limité les pertes humaines. Les chiffres le prouvaient. Malgré 10 ans d'assistance étrangère, les incursions armées s'étaient multipliées, la pauvreté restait structurelle, la dépendance intacte. Pour eux, le véritable risque n'était pas l'isolement, mais la résignation. Ibrahim Traoré répondit avec une phrase devenue emblématique: « La dignité précède le développement ». Il ne niait pas la difficulté économique, mais affirmait qu'aucune prospérité durable ne pouvait naître d'une tutelle invisible. Ses conseillers diffusèrent alors un rapport montrant que la part des investissements régionaux africains avait augmenté de 27% depuis la réorientation des partenariats. Autrement dit, rompre la dépendance occidentale n'était pas une fermeture, mais une redirection stratégique. Le débat, d'abord géopolitique, devint moral. Fallait-il choisir la sécurité dictée ou la liberté incertaine ? Ibrahim Traoré, sans hausser le ton, transforma la question en principe.
La confiance ne se signe pas, elle se mérite. Et dans un continent trop souvent traité comme champ d'expérimentation, cette phrase sonnait comme une réappropriation. Le président venait de déplacer la discussion du terrain de la peur vers celui de la responsabilité. Tout bascula en un document oublié. 3 semaines après le scandale initial, un technicien découvrit sur un serveur effacé à la hâte un fichier corrompu portant un en-tête étrange. En le restaurant, les analystes révélèrent une vérité plus inquiétante. La base de Ouagadougou n'était pas unique. 3 autres sites similaires, répartis entre le Niger, le Mali et le Tchad, formaient un réseau discret de surveillance panafricaine. Pour Ibrahim Traoré, cette découverte changea tout. Ce n'était plus un incident bilatéral, c'était un système, une architecture invisible d'ingérence. La question ne concernait plus seulement le Burkina Faso, mais tout un continent. Lorsqu'il déclara à la télévision nationale « Si nous restons silencieux, nous trahissons l'Afrique », la phrase devint un cri de ralliement. Les jours suivants, plusieurs dirigeants africains appelèrent en privé. Le tabou venait d'éclater. Un seul homme venait de déplacer la ligne rouge, contraignant les puissances étrangères à reconsidérer leurs méthodes. Dans les rues de Ouagadougou, le mot « dignité » remplaça celui de « peur ». Et dans les chancelleries, on comprit qu'un précédent venait de naître. Un État africain venait d'accuser, preuves à l'appui, le cœur même de l'ordre géopolitique. La révélation publique produisit un choc immédiat, à la fois politique, économique, diplomatique et social. En moins de 2 semaines, les bailleurs internationaux suspendirent plus de 400 millions de dollars d'aide. Les chancelleries occidentales rappelèrent leurs attachés militaires. Les prévisions financières furent révisées. Croissance en recul de 3%, inflation à 18%, fuite annoncée des investisseurs. Pour beaucoup, le pays venait de s'isoler. Mais pour Ibrahim Traoré, il ne s'agissait pas d'un repli. C'était une purification nécessaire. Dans la sphère nationale, l'État lança un plan d'urgence fut lancé. Le ministère des Finances réduisit de 17% les dépenses publiques et appela à la production locale. La consigne était simple. Si le robinet extérieur se ferme, creusons notre puits. Les administrations furent réorganisées, les circuits d'approvisionnement relocalisés. La crise devint un test de résilience nationale. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso subit des pressions intenses. Des accords de coopération furent suspendus, mais d'autres naquirent. Des délégations venues d'Asie et du Golfe s'installèrent discrètement à Ouagadougou. Le centre du monde, pour quelques semaines, sembla s'être déplacé au Sahel. Ibrahim Traoré accepta ces nouvelles alliances avec prudence, refusant toute dépendance nouvelle. Sur le plan économique, la privation de contrats étrangers força l'innovation. Une société textile transforma ses exportations en production locale. Des start-up de cybersécurité recrutèrent des ingénieurs revenus de la diaspora. Des coopératives agricoles se fédérèrent pour relancer l'autosuffisance. En moins d'1 an, le pays apprit à fonctionner sans tuteur, et cette contrainte devint moteur. Sur le plan social, finalement, le discours de dignité prit racine. Dans les écoles, les enseignants citaient désormais le président comme symbole d'indépendance. Les médias locaux, libérés de la peur, adoptèrent un ton nouveau, analytique, direct, décomplexé. Dans les marchés, on discutait moins d'économie que d'honneur. Les citoyens comprenaient intuitivement que pour la première fois, le Burkina Faso n'agissait plus sur ordre, mais par conviction. Ce renversement culturel fut la conséquence la plus profonde. Les chiffres, les sanctions, les tensions n'étaient que la surface visible d'une mutation intérieure. Un peuple avait cessé d'attendre qu'on lui dise qui il était. Ibrahim Traoré avait ouvert une brèche, et de cette brèche
naissait un mot d'ordre simple: vivre debout, même dans la tempête. Si l'on prolonge la trajectoire ouverte par la décision d'Ibrahim Traoré, 3 horizons distincts se dessinent. Chacun repose sur les mêmes faits, mais en diffère par la manière dont la nation les transforme. Dans une première hypothèse, la résistance lucide. Dans cette version, le Burkina Faso reste sous pression économique. Les sanctions persistent, la croissance ralentit, mais le pays tient. L'économie s'adapte par contrainte. Diversification agricole, commerce régional accru, industrialisation légère. Les partenariats se déplacent vers le sud, notamment vers l'Asie et le Golfe. Ibrahim Traoré mise alors sur la confiance populaire, considérant que la cohésion nationale vaut plus qu'un prêt international. Ce scénario, le plus probable, décrit une indépendance encore fragile mais réelle, ancrée dans l'effort collectif. Dans une vision plus optimiste, la contagion continentale. Le geste du Burkina Faso inspire d'autres nations africaines. Les débats sur la souveraineté s'étendent. Les alliances régionales se redéfinissent autour de principes d'autonomie. Des coalitions économiques sud-sud émergent, les institutions se réforment, l'Afrique devient actrice de son propre récit. Dans ce contexte, Ouagadougou se transforme en symbole, non plus une capitale isolée, mais un laboratoire d'émancipation. Et si la situation devenait plus difficile, la tempête prolongeait. Ici, les sanctions s'intensifient, les investisseurs se retirent, les taux d'intérêt montent, les tensions sociales se multiplient. L'appareil d'État s'épuise à maintenir l'ordre, les oppositions s'exacerbent. Mais même dans cette hypothèse sombre, un élément persiste. La graine plantée par Ibrahim Traoré. La dignité collective survit à la crise, car la mémoire d'un peuple qui a choisi la liberté ne s'efface pas. Ces 3 récits ne s'excluent pas. Ils coexistent comme des chemins parallèles. L'avenir dépendra moins des chiffres que de la constance d'un principe. La souveraineté n'est pas une posture, c'est une pratique quotidienne. Et chaque jour où un pays choisit de se gouverner lui-même, il agrandit la marge de sa propre histoire. Au-delà des chiffres et des communiqués, c'est dans la vie quotidienne que la décision d'Ibrahim Traoré prit tout son sens. Dans les villages du Sahel, comme dans les quartiers d'Ouagadougou, quelque chose changea dans la manière de parler, de marcher, de se tenir. L'humiliation silencieuse qui accompagnait la dépendance céda la place à une forme d'orgueil tranquille. À Koudou, un enseignant raconta que ses élèves ne rêvaient plus de départ vers l'Europe. Ils voulaient devenir ingénieurs, soldats, bâtisseurs. À Aiguilla, une infirmière expliquait devant une caméra locale: « Nous avons perdu du matériel, mais nous avons gagné le respect. » Ces mots simples valaient tous les discours. Ils disaient la mutation invisible d'un peuple qui redécouvrait sa valeur. Dans la capitale, des fresques murales apparurent, représentant Ibrahim Traoré, tenant un micro au-dessus d'un drapeau brûlant. Les couleurs n'étaient pas politiques, elles étaient vitales, viscérales. Dans les marchés, on débattait de souveraineté avec la même ferveur qu'on discutait autrefois du prix du mil. Les radios communautaires diffusaient des chansons dédiées à la liberté retrouvée. Ce réveil collectif ne se décréta pas, il se vécut. Dans les écoles, les programmes furent révisés pour inclure l'histoire récente du pays. Dans les universités, on analysait désormais la crise comme un tournant continental. Et dans les foyers, la fierté remplaçait la peur. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement mené une opération d'État, il avait provoqué une rééducation morale. Un peuple redressé, même appauvri, valait plus qu'un peuple soumis et repu. Lorsque la tempête se fut apaisée, Ibrahim Traoré présenta ce qu'il nomma alors la Renaissance burkinabé, un plan en 5 étapes destiné à transformer la colère en construction. L'objectif: rendre la souveraineté tangible, mesurable, quotidienne. Pour commencer, la souveraineté alimentaire. Les villages furent mobilisés autour d'un mot d'ordre: cultiver pour ne plus dépendre.
Des coopératives furent créées, des prix garantis instaurés, et la production de maïs augmenta de 45% en un an. Par la suite, la souveraineté numérique. Des ingénieurs formés localement mirent en place un réseau chiffré indépendant, conçu pour échapper aux interférences étrangères. Ce réseau, géré par une cellule nationale, devint la première infrastructure digitale réellement souveraine du pays. Par la suite, l'éducation patriotique. Les programmes scolaires furent réécrits. L'histoire africaine y prit une place égale à celle des mathématiques ou des sciences. L'école devint le premier front de la souveraineté. De plus, l'industrie locale. Les matières premières autrefois exportées brutes furent transformées sur place. Une usine textile nationale ouvrit ses portes à Bobo-Dioulasso, employant 3000 travailleurs. Finalement, la culture comme pilier. Le cinéma, la musique, la littérature reçurent un soutien inédit. Raconter soi-même son histoire avant que d'autres ne la réécrivent. Résumé le président. Ces mesures n'effacèrent pas les difficultés économiques, mais elles installèrent une logique durable. Produire, comprendre, créer. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté n'était plus une idée abstraite, mais un processus collectif, une pratique quotidienne où chaque citoyen devient gardien d'une liberté reconquise. 6 mois après la révélation, le paysage du Burkina Faso n'était plus le même. Le pays avait changé, mais l'homme aussi. Ibrahim Traoré marchait désormais sans escorte dans certains quartiers de Ouagadougou. Les passants le saluaient d'un regard, non comme un héros, mais comme un témoin. Il n'avait pas cherché la gloire. Il voulait simplement prouver que son choix n'avait pas été vain. Un matin, il retourna sur le site de l'ancienne base. Là où s'élevaient jadis des antennes étrangères, ne restait qu'un terrain nu et silencieux. Il fit construire à cet endroit une école publique qu'il baptisa d'un seul mot, liberté. Devant les élèves rassemblés, il murmura « Voici la seule arme que nous devons brandir désormais. » Le geste était simple, presque discret, mais il bouclait le récit. L'homme qui avait dévoilé une trahison choisissait de répondre par la connaissance. Dans le vent chaud de Ouagadougou, un murmure circulait. Un pays venait de se redresser parce qu'un homme avait refusé de plier. Et dans ce murmure, chaque citoyen reconnaissait une part de lui-même. La certitude qu'on peut être petit, pauvre, menacé, et pourtant libre. Aujourd'hui, le nom d'Ibrahim Traoré ne désigne plus seulement un président. Il incarne une idée, celle qu'un pays, même petit, peut choisir la dignité avant le confort. Le scandale, les sanctions, les tensions ne furent que des épisodes d'un récit plus vaste, celui d'un peuple qui a décidé de s'appartenir. Mais cette idée ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Elle s'adresse à chaque nation, à chaque citoyen, à chaque esprit libre. Que vaut notre liberté si elle dépend d'autrui? Les empires changent de visage, les dépendances se modernisent, mais la soumission conserve le même parfum, celui du renoncement. La véritable question n'est donc plus géopolitique, elle est intime, presque morale. Sommes-nous prêts à être libres, même si la liberté coûte cher? La réponse ne se trouve pas dans les discours, ni dans les traités, mais dans les gestes quotidiens, ceux qui refusent la peur et affirment la volonté. Là réside la leçon d'Ibrahim Traoré. La souveraineté commence toujours par un choix intérieur.